Au sommaire de Chibero Telebista ce mois-ci, broyeurs, faucheuses et pareuses, une visite de la société Lagarde à Mauléon, un bidonville au lycée agricole rural du Pays de Soule à Béroguin-la-Reims et une nouvelle aventure face de mob à la rencontre du groupe Tefalo. La société Lagarde, comme le groupe Artsaniac, dont elle fait partie, est basée à Mauléon-Lichard, capitale de la Soule, province basque, au pied des Pyrénées. Artsaniac, les bergers en langue basque, qui fait référence à ses racines rurales et locales, est animé par la volonté de développer et pérenniser l'emploi dans un groupe fort et indépendant. La société Lagarde a été créée en 1947. Elle était basée à Saint-Loubès en région bordelaise, jusqu'au rachat par le groupe Artsaniac en 2010. Donc depuis, nous occupons les locaux de Mauléon, ici, zone d'activité de Tréville. Donc aujourd'hui, la société Lagarde est spécialisée dans la conception et la fabrication d'outils agricoles qui sont destinés au broyage de résidus de culture et de végétaux. Lagarde, c'est une trentaine de collaborateurs et un total de 15 000 heures par an de production. Donc aujourd'hui, nous avons toutes les remontées de terrain qui sont faites par nos commerciaux et nos techniciens qui sont sur la route. Ces techniciens et commerciaux sont régulièrement au contact des clients, ce qui nous permet d'avoir une remontée d'informations assez intéressante, qui nous permet de créer des cahiers des charges pour soit du renouvellement de produits, soit des nouveaux produits. Pour cela, nous investissons chaque année plus de 5% de notre chiffre d'affaires en recherche et développement. Au niveau du bureau d'études, nous avons une équipe d'ingénieurs qui sont spécialisés donc en mécanique, en hydraulique et en électronique. Cette équipe-là travaille sur les différents projets, avec pour seul objectif de sortir des produits qui restent fiables et cohérents avec la gamme existante. La durée de vie des machines Lagarde dépend d'un équilibrage parfait des rotors. On équilibre nos rotors avec des outils coupants, ce qui permet une meilleure qualité, ça limite les vibrations et les risques de casse. Lagarde offre aussi un service de rééquilibrage pour rotors de toute marque, pour répondre aux demandes de nos clients. Badia etapa horrentako batugu orrialde batzu. Nun notatzen dugun zer egina izan den eta zerbaren egiteko jente jakin ezaten dena untsa eginik denez. Hortako batugu fiche de kontrol deitzen dien orrialde batzu. Bada masinak muntatzen dugu tinatu beno lehen. Gio igortzen dugu ponzagilat, eta gio bada masina hor badu toki bat, behe muntatzeko pintuatik landa. Badia bi parte, badia girobroyeur eta beste masina batzun tokia heben, eta gio beste alergin badia epareuzen dako bada beste toki bat. Alors, moi je suis contrôleur final pour les machines Lagarde. Donc, une fois que mon collègue les a montées, elles arrivent au banc d'essai ici pour le contrôle final, pour la mise en huile, le contrôle de toutes les pressions, le graissage de toutes les fonctions, de tous les pivots. Donc, une fois que la mise en huile et que toutes les pressions sont réglées, on a un rodage de 4 heures sur une machine, sur des pareuses. Il y a 4 heures de rodage pour bien faire les montées en température et que toutes les fonctions soient bien purgées et qu'il n'y ait plus d'air dans le circuit. Et ensuite, on va faire une analyse, un prélèvement de l'huile hydraulique pour être bien sûr qu'il n'y ait pas des particules, des saletés dans l'huile hydraulique en fait. Donc on fait une analyse poussée pour pouvoir ensuite garantir une première vidange à 1500 heures d'utilisation. Donc je pense qu'on est les seuls à avoir une huile très très propre en sortie en livraison de machine. J'ai commencé par faire des essais pour Lagarde et c'est là que j'ai vu le matériel qu'ils faisaient. Après, j'ai été très content du boulot
Et après, comme je devais changer le mien, je me suis équipé dans la garde. Toujours pareil, parce que c'était costaud, ça travaille bien. Donc les machines Lagarde sont des broyeurs ou gyrobroyeurs qui sont destinés plutôt à une clientèle d'agriculteurs, d'entrepreneurs ou de CUMA. Et nous avons aussi une autre gamme de broyeurs et faucheuses d'accotement et des pareuses qui, eux, sont plutôt destinés aux collectivités territoriales et aux parcs routiers. Les machines Lagarde sont commercialisées au travers d'un réseau de distributeurs qui couvre toute la France. Et ce réseau est essentiel pour assurer un service de proximité. Donc c'est d'abord par le conseil, donc choisir le bon modèle, adapté à la puissance du tracteur, au travail à effectuer. Puis il y a ensuite aussi la mise en route du matériel une fois qu'il est livré. Mais le service principal apporté par le réseau de distribution, c'est l'atelier de réparation et de maintenance. Lagarde couvre le territoire français grâce à une équipe de 5 commerciaux qui sont appuyés sur le terrain par 2 techniciens itinérants. Au niveau exportation, Lagarde a fait aussi un gros effort de développement l'année dernière, en 2017, et commence à en récupérer les premiers résultats. Donc les premières commandes sont arrivées d'Amérique latine, d'Afrique. Et début 2018, nous avons sorti 2 nouvelles machines. Donc le S1 qui est un gyrobroyeur sous clôture et également un robot radiocommandé Ixion. La dernière nouveauté, le robot radiocommandé Ixion, il permet de travailler dans des pentes extrêmes jusqu'à 55 degrés et dans des chantiers où des machines conventionnelles n'ont pas accès. Alors les points forts de cette machine, c'est une motorisation importante ainsi qu'une forte adhérence des chenilles grâce à une voie variable. Il a une caractérisation complète ainsi qu'un blindage pour répondre à toutes les utilisations. Alors le robot de broyage se conduit à l'aide d'une télécommande radiocommandée à distance, ce qui permet d'isoler le conducteur et de travailler en toute sécurité. Lagarde se doit d'être à l'avant-garde des nouvelles technologies ainsi qu'à l'écoute de ses clients afin de fabriquer des machines taillées pour durer. La Semaine du développement durable a été organisée par le LARPS en partenariat avec le collectif de solidarité internationale du Pays basque. Ce dernier a pour la 2e année consécutive décidé d'aborder la question du mal-logement et pour cela s'est associé avec la Fondation Abbé Pierre, Curiose et le RATSI Nouvelle-Aquitaine. Une reconstitution d'un petit bout de bidonville a été installée dans l'établissement. Durant cette semaine, s'est aussi tenu un forum associatif réunissant une dizaine d'associations. Nous, nos élèves, dans notre projet établissement, on a la volonté, au-delà des diplômes, de participer à leur réflexion, à leur épanouissement personnel. Souvent, les jeunes nous disent, vous voyez, bon, il n'y a pas que le travail, on veut aussi faire des choses à côté. Et bien, toutes les associations qui viennent montrent à ces jeunes qu'on peut s'investir dans des projets au service des autres, dans lesquels ils pourront avoir une action efficace. Et je dirais que même dans leur future recherche d'emploi, sur leur CV, dans leur comportement, dans leur dynamisme, dans leur autonomie, ce genre de relation avec des intervenants extérieurs, notamment sur les notions de solidarité, c'est important. Nous sommes un lycée, nous faisons de l'éducation et les associations qui sont dans ces démarches de solidarité vont participer avec nous à l'éducation de nos élèves. Et l'idée de cette semaine, c'est en fait de les sensibiliser à consommer de façon responsable et à prendre conscience aussi de l'impact de leurs actes sur l'environnement et aussi au niveau mondial. Voilà. Et pendant cette semaine, l'idée c'est aussi qu'ils n'aient pas des cours, que ce ne soit pas des cours où on est assis derrière une chaise, où on écoute, mais où vraiment ils aient des ateliers avec de l'action derrière. Ordin proposatu nahi ginean aste oso bat kanpoko animatzaileekin eta animazio desberdinekin. En fait, chez Diada, hainbat gaiza desberdinen hunkitzia ikasleekin, ez dienak bortxaben egunozko bizian ikusteko pada ukenen. Egia duk adolescent gienez, en fait, ujatu giela bizitzeko molda bati, eta hor, chez Dia dukek ikustia badela bizitzeko molda hanitz, eta herri hanitzetan ez giela bate hebenko bermanean bizitzen.
Animazio mota hoi, biziago den gaitza bat nahi luke izan, eta en fait, posibilitatea emanen deio hartzia, haien bizian aktore izaten ahaldiela, haien unguian agitzen denaekin. Ez dia behartuik segitzia telebistan edo bizian ikusitakua, eta konturendatuko dia ekintza zunbait egiten ahaldiela, ben philosophie anabea. Pendant la visite du bidonville, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait que les pièces soient très petites par rapport au nombre de personnes qui y vivent. Et toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Alors, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le manque d'intimité des personnes qui vivent dans les bidonvilles. Alors c'est important d'être dans les établissements scolaires avec ce bidonville et avec cette action de sensibilisation parce que tout simplement ce phénomène est largement sous-estimé, peu connu et très peu porté, y compris médiatiquement. Or, le logement n'est pas un bien ordinaire, c'est un bien de première nécessité. Et les premières victimes du mal logement, ceux qui vont être les premiers confrontés à ces difficultés d'accès, de maintien et de financement, ce seront les jeunes eux-mêmes quand ils vont décohabiter soit volontairement dans leur parcours de vie, soit parce que les parents ne pourront plus les conserver à domicile. Donc c'est important de leur rendre pratique et compréhensible le phénomène et d'essayer de les outiller pour qu'ils deviennent à la fois militants et acteurs de leur propre destinée. Alors, un halo de 12 millions de personnes à l'échelle nationale qui sont en grande fragilité vis-à-vis du logement. Un noyau dur d'à peu près 4 millions de personnes qui sont ou à la rue ou hébergées temporairement et dans des difficultés extrêmement difficiles au quotidien. 150 000 personnes véritablement sans domicile fixe, une progression de 50% en 10 ans. Parmi ces 150 000 personnes, 30 000 enfants à la rue en France et plus de 12 millions de personnes en situation de précarité énergétique, c'est-à-dire des gens qui ont froid chez eux et qui dépensent énormément d'argent à essayer de se chauffer et qui continuent à avoir froid. Les personnes qui sont mal logées, l'espérance de vie d'un SDF, c'est 49 ans, quand la moyenne d'espérance de vie nationale de quelqu'un qui n'est pas mal logé est à 82 ans. Alors être mal logé, ça part d'être sans-abri, à la rue, SDF, clochard, jusqu'à vivre dans des conditions de surpeuplement, de logements extrêmement insalubres, dégradés, tout en ayant le risque également de ne pas pouvoir se maintenir dans ce logement, faute de pouvoir acquitter ses factures liées à un accident de la vie, une perte d'emploi, une maladie, une séparation. Moi, du coup, j'ai vécu aux Philippines, donc c'est vrai que en fait, pouvoir continuer à travailler sur cette question de la bidonvillisation et en prenant l'exemple des Philippines, c'est aussi très parlant pour moi. Et ensuite, peut-être une des raisons qui fait que je m'intéresse aussi particulièrement à la question du mal logement, c'est que pour moi, le logement, c'est vraiment le socle de toute vie. Et que, en fait, sans logement, on n'a pas d'adresse. Sans adresse, c'est difficile de trouver un travail. Et que finalement, quand on arrive à résoudre cette question du logement et du logement sain, sécurisant pour les personnes, je pense qu'on peut vraiment lutter efficacement contre toutes les problématiques après de santé, d'exclusion sociale, de retour à l'emploi, d'insertion. Mais vraiment, le logement, pour moi, c'est vraiment un socle. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment s'emparer de cette question, d'ailleurs que ce soit en France ou dans le monde. On a souvent l'idée que les personnes qui habitent dans les bidonvilles ne travaillent pas, ne vivent que du vol, que de trafic en tout genre. Mais en fait, la grosse majorité des gens qui habitent en bidonville travaillent et du coup se rapprochent des centres où il y a de l'activité. Et c'est pour ça qu'ils construisent leur bidonville juste à côté. Il y a pas mal d'idées reçues sur les habitants des bidonvilles et du coup ça cultive pas mal de paradoxes. On peut imaginer que les bidonvilles c'est sale, et c'est plutôt sale, c'est vrai qu'on retrouve pas mal de saleté, mais ce qui est paradoxal c'est qu'on la retrouve à l'extérieur, c'est-à-dire dans les endroits qui sont publics où effectivement bien souvent on va trouver des papiers par terre, vraiment de la saleté, de la pollution. Paradoxalement, les intérieurs des maisons dans les bidonvilles sont souvent très très propres et ça on peut l'expliquer pour plein de raisons, notamment parce que les gens qui habitent dans les bidonvilles aiment aussi que ce soit propre chez eux, qu'on lutte comme ça contre la prolifération des maladies et c'est pour des questions d'hygiène. Donc paradoxalement, c'est sale à l'extérieur, mais c'est propre dedans. On cuisine souvent dehors, même tout le temps dehors, parce qu'on cuisine souvent au charbon et que comme tous les bâtiments sont en bois ou en tôle, c'est pour éviter les risques d'incendie. Et ça, c'est un des grands fléaux qui frappe les bidonvilles de Manille, c'est la peur de l'incendie. Et du coup, si un incendie se déclare, il y a potentiellement beaucoup de maisons qui peuvent être touchées. Maintenant, rencontre
centre avec différentes associations partenaires. Alors, notre association s'appelle Beste Arikin, ce qui veut dire avec l'autre en basque. Et nous avons pour mission et pour objet social d'accueillir des familles avec des enfants qui sont venus en France pour se mettre à l'abri des violences qu'ils subissaient dans leur pays, qui viennent demander l'asile, qui font une demande d'asile qui ne débouche pas sur quelque chose une réponse positive. On leur dit non, on ne leur donne pas l'autorisation de rester ici et d'avoir le statut de réfugié. Eh bien, il me semble que c'est important que les jeunes qui sont en formation dans les établissements sur lesquels nous intervenons aient conscience de la gravité de la situation, de la problématique du logement, qui n'est pas évidemment donnée à tout le monde. Je pense qu'on vit dans un monde un peu virtuel, un peu factuel, et il est important que les jeunes de maintenant touchent du doigt la réalité. La réalité, c'est que, encore en France et partout dans le monde, il y a des bidonvilles, il y a des gens qui ne savent pas où dormir, qui dorment dans des cartons ou dans des maisons reconstituées de briques et de brocs. Le mal logement au Maroc n'est pas seulement un mal logement de bidonville, mais il y a aussi du mal logement dans les campagnes et dans les montagnes, avec des maisons qui sont construites en boue, en adobe, c'est de la boue mêlée de paille, et qui ont des conditions de précarité à l'intérieur qui sont quand même quelque chose qu'on ne voit plus chez nous. Pourquoi je suis venu aujourd'hui ici? Parce que je pense que de toute façon, les jeunes, c'est l'avenir, et donc on s'aperçoit qu'actuellement, le commerce mondial et la solidarité ne sont pas vraiment pris en compte à l'international. Tout ça parce qu'on estime que nous, les gens du Nord, on sait tout et on est chargé de donner des leçons à ceux du Sud, alors que c'est le contraire. Nous, on n'est pas là pour tout le temps, donc ce qu'on fait, nous, je trouve que c'est bien. Je suis content de ce qu'on fait, notre association, mais je veux que ça continue. Et c'est ces jeunes qui vont continuer après nous, parce qu'on les aura sensibilisés avec cette journée que vous organisez et que je vous en félicite. C'est des échanges, c'est pour ça que c'est important et d'apprendre aussi aux jeunes que certes on y va pour les aider, mais on apprend énormément d'eux, ils nous apportent aussi, parce que c'est d'autres pratiques, d'autres façons de faire. Et dans ce monde qui bouge énormément, dans lequel il y a des interactions entre tous les différents pays, on parle de mondialisation, ça c'est le bon côté de la mondialisation, les échanges de culture, les échanges de pratiques. Donc Électriciens sans frontières intervient dans des situations que l'on appelle de post-urgence, afin de permettre par exemple l'électrification de camps de réfugiés suite à des événements climatiques type tsunami, tremblement de terre, ouragan, etc. Ton regard sur le mal logement a-t-il changé ? Oui, je pensais que c'était un problème minime, mais ceci est un problème mondial. Bonjour, c'est à Rokiag que je vous amène ce mois-ci, à la rencontre d'une équipe de musiciens très rock'n'roll, comme on les aime à Chibiro Telebista. Est-ce que c'est ici qu'il y a un petit groupe de musique? Eh ben oui, c'est bien là. Raconte-moi comment ça s'appelle. Tefalo. Tefalo, c'est quoi en fait? Tefalo, ben c'est un groupe... Du groove underground. Non, du rock underground. Du rock. Et c'est une histoire qui existe depuis quand? Où c'est qu'on est en fait ici? 2 ans, non? 2 ans ou 3 ans? Et on est où ici? On a Escanda à Rokiag. Ah ben les voilà, les musicos. Les musiciens. Ben ouais. Oui. Ça va hein. Salut. Eh bien, je crois que nous sommes, j'entends la musique, je fais le son de la musique. Alors, Gégène, raconte-moi ce groupe Tefalo d'abord, ça veut dire quoi Tefalo? Tefalo, j'ai cherché
un nom de groupe qui ne veuille rien dire. Au départ, c'était ça. Et puis, je sais pas, Tefalo, ça sonnait bien. Et après, on m'a dit, ah, ça ressemble trop à Tefal, bon, ceci, cela. Et après, on m'a dit qu'en portugais, ça voulait dire je te cause. Et quand tu mets Tefalo à l'envers, c'est Robin qui m'a dit ça, ça fait oh la fête. Ce qui fait que Tefalo, ça veut pas dire. Ah, ça veut dire beaucoup de choses. Pas mal, pas mal. Ok. Et cette histoire, elle a commencé il y a combien de temps? Comment ça s'est passé? C'est des rencontres, j'imagine? Ouais, bon, ça s'est passé, je pense, au marché, comme ça on a discuté, dire tiens, je ferais bien de la musique, ah bah moi aussi, et puis moi aussi. Et un jour on est monté ici, je pense que ça devait être ici la première fois. Et voilà, on s'est mis à jouer, ça a bien marché, donc on a continué, et voilà. Et le bouche à oreille fait que de temps en temps, vous avez quand même quelques dates maintenant? Vous êtes demandé un petit peu en Soule et ailleurs? Demander, je ne sais pas si c'est vraiment un mot, je ne sais pas ce mot-là. Mais ouais, on commence à faire quelques dates, ouais. Et prendre beaucoup de plaisir, j'imagine? Ah ouais, bah oui. C'est essentiel. Tu es musicien dans l'âme? Tu es musicien de carrière? Explique-moi un peu. Non, dans l'âme. Non. Je suis pas musicien, j'ai pas fait d'études de musique, j'ai appris tout seul et voilà quoi. On m'a offert une guitare. Non, la première fois que j'ai joué, c'est sur un banjo 6 cordes. On me l'avait offert et j'ai commencé à jouer des petits trucs dessus et voilà. Alors, Pampeia, harmoniciste. C'est comme ça qu'on dit? Harmoniciste. Harmoniciste. Alors, raconte-moi, ça c'est ton rôle dans le groupe? Oui. C'est mon boulot, c'est mon taf. Je savais que tu avais un frère musicien, Klaus, bien connu. Oui. Mais moi aussi, dans le temps, quand j'étais jeune, j'étais musicien aussi. Ah, d'accord. J'ai arrêté quelques années, j'ai passé à autre chose. Et puis là, par hasard, j'ai repris un peu la zik que j'apprécie aussi. Blues, rock, funk. Et je crois que les quatre, on s'entend bien. Jusqu'à quand, je sais pas, on verra. Pour l'instant, tout ça marche. On s'amuse et ça plaît. Que demande le peuple. Alors, comment tu as commencé cette aventure? Avec Tefalo Un peu par hasard, il y a un guitariste qui est défaillant, qui a laissé tomber. Ils se sont retrouvés à 3. Puis moi, comme j'ai mon cheval ici chez Anne, la chevrière, je viens tous les jours pratiquement. Et je les entendais répéter, tout ça. Puis un jour, ils m'ont dit, c'est trop bien, tu veux essayer, tout ça. Puis je suis venu, et puis bon, une répétition, on s'est bien amusé, 2 répétitions, 3 répétitions. Et je crois qu'à la 4e ou 5e répétition, on m'a dit, on fait un concert. Et j'ai dit, non, attends, laissez-moi arriver. On l'a fait, puis ça s'est bien passé, puis voilà, ça s'enchaîne, et tout va bien. Tefalo, un peu Tofolo, c'est ça qui est bon. Alors Robert, Pampeia me dit multimusicien. Comment tu expliques ça? Bah au fur et à mesure, touche à tout quoi. Touche à tout, touche à rien, je sais pas. Mais... ouais, bah, moi un jour il y a Guillermo, je crois, qui m'a appelé et qui m'a dit ouais, on fait de la musique avec un copain quoi. Et puis il y a une basse là qui est toute seule et si ça te dit d'essayer de venir essayer la basse avec nous quoi. Et... Puis du coup j'y suis allé, puis moi j'avais déjà joué de la basse un peu jeune mais vraiment très peu quoi, je fais de la guitare surtout, guitare et batterie quoi. Et puis et voilà, ça m'a bien plu, c'était chouette de suite quoi, et puis on s'y est tenu et voilà. Puis, et alors qu'est-ce que les entraînements, ça se passe comment? Vous faites vous retrouvez tous les combien? Toutes les semaines, voilà, ça c'est vraiment la régularité là de faire une répète par semaine là, qui fait qu'on arrive à quelque chose
Je pense que c'est le secret là. On travaille pas spécialement à la maison quoi, à part le batteur peut-être, mais du coup de faire des bonnes répètes de 4 heures par semaine, ça fait bien progresser quoi. Et quand vous jouez, parce que vous êtes quand même un petit peu demandé maintenant, vous avez quelques petits contrats, quel genre de musique, combien de temps dure le concert? Bon, on a quoi, 1h30 là, à peu près, la dernière fois qu'on a joué, ouais, c'était ça, 1h30. Après on peut tirer un peu plus, ou refaire des morceaux, voilà, on peut éventuellement aller jusqu'à 2 heures quoi, mais voilà, on a un set là qu'on continue à travailler. Bon, ben, c'est pas encore tout calé quoi, mais on les teste en concert. Et voilà, quelques nouveautés. Vous travaillez aussi sur des nouveaux morceaux? Ouais, on essaye quoi d'alimenter quoi. Déjà d'avoir de quoi faire un concert conséquent quoi, 1h30 là c'est bien, et on en est encore à peaufiner aussi les premiers morceaux, voilà, travailler les fins. Alors, techniquement, pour la technique de groupe, il y a de la marge de progrès énorme. Alors Pierre, il te faut quelques notions de solfège? Mais moi, j'ai aucune notion de solfège, mais je me débrouille quoi. Eux, ils savent en quoi ils jouent, donc s'ils jouent en mi, moi je joue en mi, en fa, en sol. Je m'adapte souvent aux morceaux. Voyons, montre-moi une petite différence de son. De son, par exemple, un morceau en mi, on peut donner ça. Si on fait le même, mais plus haut en si. Voilà, c'est ça la différence. Alors comment faut-il faire pour vous trouver, pour savoir votre programme? Faut être curieux. Il faut pas trop s'éloigner de Soul. Mais... Regardez les corbeaux qui passent autour de la maison pour voir s'ils laissent les nouvelles. Qu'est-ce que tu m'as dit? Je n'ai pas compris. Il faut regarder les corbeaux qui passent au-dessus de la maison et voir s'ils laissent les nouvelles. De bouche à oreille. Sinon c'est gêne. Alors ouais, ce qu'on peut dire c'est qu'on peut pas nous suivre sur YouTube, on peut pas nous suivre sur Facebook, on n'a pas d'adresse mail. Mais voilà, de temps en temps on joue dans le coin. Ok les gars, eh bien, écoutez, bonne continuation, merci, et bientôt rendez-vous sur une scène de Soul ou autre petit mot. Adieu. Salut, à bientôt. Adieu. À mardi. Voilà, et bien c'est sur les hauteurs de Rouquiague, sur un beau coucher de soleil que je vous laisse, et je vous dis au mois prochain pour un nouveau rendez-vous. Bye bye.